Bienvenue dans Nomadness, le podcast de celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Fabien. Voyageur dans l'âme, il a plus de 10 ans de nomadisme au compteur et encore aujourd'hui, il est toujours sur les routes. Dans sa vie, il y a eu 3 phases de nomadisme. Chacune est caractérisée par un mode de voyage différent et il va nous raconter tout ça. Il nous partage aussi ses expériences, bonnes, moins bonnes, surprenantes et parfois plutôt marrantes. Et puis surtout, il nous donne ses conseils de voyageur solo de très longue date. En tout cas, préparez-vous à voyager loin, très très loin. Allez, bonne écoute. Hello Fab, bienvenue sur Nomadness, ravie de t'avoir ici avec moi dans le podcast. Alors, est-ce que rapidement tu peux te présenter ? Salut Chloé, je me présente, oui, je m'appelle Fabien, j'ai 40 ans maintenant, je suis développeur à plein temps, je développe aussi une petite application à côté pour les nomades, mais ça on en parlera sûrement un moment. Et puis voilà, succinctement, ça représente ça. Du coup, tu es nomade. Est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à choisir ce mode de vie finalement ? Alors en fait, dans ma vie, j'ai eu 3 périodes où j'ai été nomade. Donc pour commencer, comment ça m'est arrivé, on va commencer par la première période en fait. Je venais de finir ma licence, j'étais à Toulouse, et je suis tombé amoureux d'une nana en fait, tout simplement. Et elle est partie au Canada à un moment, et je me suis dit, bah écoute... j'ai envie de la suivre, ça me fait chier de rester où je suis. Les études, je kiffe, mais j'ai besoin d'une pause. Et du coup, j'ai tout lâché. J'ai appelé mes parents, j'ai dit voilà, je pars au Canada. Ils m'ont dit bah écoute, on te paie le billet aller, tu te démerdes pour le retour. Et j'ai dit bah banco, c'est parti. Donc j'ai pris mon sac à dos, je suis parti au Canada. Et arrivé au Canada, en fait, j'ai passé 3 mois à Montréal. J'ai kiffé Montréal, mais avec cette nana, en fait, ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai décidé vu que j'étais déjà aux États-Unis, en fait, en Amérique, je me suis dit, j'allais visiter un peu le reste. Je suis parti en Floride, aux États-Unis, pendant 3 mois. Et là, j'ai commencé, en fait, ma vie, on va dire, ma vie de nomade. J'ai passé 3 mois à faire des petits boulots, à me démerder. Et j'ai fini, au bout de 2 mois, à bosser dans une petite boîte. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, la vie de nomade. Après, je suis parti à Saint-Martin. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. C'est plus... donc en gros par amour déçu, on va dire. C'est comme ça que j'ai commencé ma vie de nomade. Ok, du coup, t'as décidé de partir pour ça. Et après, à cette époque-là, quand t'as commencé à voyager, tu vivais sur des petits boulots que t'enchaînais et tu changeais d'endroit à chaque fois? Ou est-ce que t'avais des périodes où tu travaillais pas et tu voyageais, des périodes où tu te posais et tu travaillais? C'était comment? Non, c'était plutôt des périodes où je me posais, je travaillais. J'ai jamais eu beaucoup de thunes en fait, enfin surtout à cette période-là. Donc ça c'était en 2004 et du coup je suis arrivé au Canada, moi j'avais 1000 balles en poche, enfin 1000 $ à l'époque. Et au bout de 3 mois, j'ai fait la teuf à Montréal, c'était un peu n'importe quoi et du coup je me suis retrouvé en début 2005, je me suis retrouvé sans thunes et du coup il fallait que je bosse et du coup à partir de là j'ai fait que bosser tout en voyageant, donc j'ai bossé à Montréal comme je pouvais Je faisais quoi? Je bossais dans une rôtisserie qui s'appelait Saint-Hubert. C'est super connu à Montréal. C'est une grosse chaîne ils font du poulet en gros. Genre, c'est du fast-food qui se veut un peu luxueux entre guillemets. C'est un peu bizarre. Et donc je bossais là-dedans. Je gagnais une misère. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti. Je me suis dit, j'allais en Floride. J'allais essayer le rêve américain. Je vais voir comment ça se passe. Arrivé là-bas, j'avais plus de thunes non plus. J'ai passé 3 jours, en fait, j'étais dans une espèce d'auberge de jeunesse. Et tous les matins, il y avait des gens qui passaient pour chercher des gars pour faire n'importe quoi. J'ai fait quoi? J'ai creusé les tranchées dans des jardins. J'ai aidé à nettoyer des bateaux. J'ai fait la construction de bateaux en fibre de verre. J'ai fait juste des petits boulots comme ça. Donc, t'es payé à la journée. T'es payé 100 balles à l'époque.
Et ça te permettait de survivre en fait. Ouais, c'est comme ça que j'ai fait. Comme ça, j'ai fait ça. Après, je suis parti à Saint-Martin. Là, je bossais sur des yachts. Je faisais du nettoyage de yachts. Et encore une fois, je suis resté à Saint-Martin. Mon nomadisme, à cette époque en tout cas, c'était je vais à un endroit, je reste 3-4 mois. Je connais des gens, je trouve un petit boulot, machin. Et ensuite, je continue à bouger. Voilà. Ok, donc ça, c'était ta première phase de nomadisme. On voit déjà que tu as un lien avec la mer, les bateaux et tout. On en parlera peut-être plus tard, j'espère. Et du coup, tu as dit qu'il y avait 3 phases de nomadisme. Est-ce que tu peux parler des 2 autres, peut-être la deuxième? Alors, la deuxième, c'était après l'Australie où je suis resté 4 ans. J'étais plutôt sédentaire, je suis passé 4 ans à Melbourne. Bon, après ça, il y a d'autres histoires où je suis parti 3 mois en van pour faire le tour de l'Australie. Ça, c'est autre chose. Donc, après ça, j'ai décidé de partir. En fait, vu que j'étais en Australie, je me suis dit, bah, tant qu'à être là, je suis presque à Tahiti. Et Tahiti, c'était un truc que je voulais aller à l'époque. Il faut savoir autre chose aussi, c'est que mon père travaillait à France pendant qu'il est retraité. Et du coup, jusqu'à mes 26 ans, j'avais ce qui s'appelle des billets compagnie, des billets GP. Et ça me permettait en fait d'avoir des grosses ristournes sur les billets. Et donc quand j'ai fini l'Australie, en fait, j'étais juste à la date où je pouvais utiliser mon dernier billet et je me suis dit, bah, tant qu'à y être, je vais visiter Tahiti parce que je pense pas que je pourrais en fait repartir là-bas d'ici beaucoup de temps. Du coup, j'en ai profité, je suis parti à Tahiti, là, j'ai vécu 4 mois en faisant pareil, des petits boulots. Je travaillais dans un bar, je bossais sur nettoyer des petits bateaux. J'avais trouvé un logement aussi. Enfin, j'aidais le gars qui avait le terrain, en fait. Il me logeait sur son terrain. Il y avait une petite une bicoque, on va dire. Et je l'aidais la journée à nettoyer les trucs. Donc ça, c'était ma deuxième période. À Tahiti, je suis resté 4 mois. Donc en faisant des petits boulots. Et, et là, ça rejoint la partie bateau aussi. J'ai décidé de faire du bateau stop pour essayer de rentrer en Europe, en fait. J'ai passé 1 mois et demi, 2 mois sur des bateaux. Et ce que je savais pas, en fait, c'est que les alizés, donc les vents qui font le tour du monde, ils vont pas dans le sens vers l'Europe quand t'es à Tahiti, non. Ils vont vers l'ouest. Donc du coup, je me suis retrouvé à repartir en Australie, en fait, en bateau, de Tahiti. Et après, je suis rentré en Europe. Ok, alors tu as parlé de bateau stop. Alors, j'avais jamais entendu cette expression. Si tu fais du stop, mais en bateau, pense ça se passe comment? Alors, il y a plusieurs façons de le faire, mais en gros, c'est tout simple, hein. Tu vas dans les ports et tu vas taper à la porte de tous les bateaux et tu dis voilà, j'ai de l'expérience en voile, je cherche un bateau qui pourrait m'amener à tel point ou enfin, je sais pas où vous allez, mais voilà, moi j'aimerais bouger un peu de là. Est-ce que vous avez de la place, que ça vous intéresse? Et en fait, tu fais ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et un jour, il y a un gars qui te fait ah ouais, c'est cool. Et puis tu montes à bord et tu pars. Ok, et donc entre-temps, tu vivais sur tes économies, là tu travaillais pas, enfin tu travaillais du coup un peu dans les bateaux qui t'emmenaient éventuellement. Non, là c'était à Tahiti, du coup je bossais dans un bar. J'avais trouvé un bar sur le port en fait. Donc je vivais assez loin de là, j'étais sur la presqu'île de Tahiti. Et du coup j'avais, je sais plus, 1 heure et demie de... Le gars qui me logeait en fait, il avait un vieux scooter tout pourri et je mettais, je pense, 1 heure et demie pour revenir jusqu'au port. Et là je bossais, enfin je faisais mon démarchage en fait sur le bateau. Et ensuite j'allais bosser, je sais plus comment ça s'appelait, Peak Paradise ou un truc comme ça. C'était juste un bar, un bar normal en fait, et j'étais serveur barman, je sais plus, à l'époque. Peut-être on va parler vite fait de ma vie professionnelle, pour remettre un peu tout ça dans le contexte. J'ai un bac S, j'ai fait maths sup, maths spé derrière ça. Je voulais faire pilote de chasse, donc j'ai fait 1 an dans une prépa militaire qui te permettait de rentrer dans les écoles militaires. Et j'ai eu des soucis de Dieu en fait. J'ai ma vue qui a baissé, du coup je suis parti, j'ai fait ma spé dans le public à Toulouse. Ensuite, en sortant de ça, j'ai fait une licence d'informatique, un master pro d'informatique dans l'intelligence artificielle, tout ce qui est reconnaissance des formes par ordinateur. Donc j'ai un gros background d'ingénieur en fait. Et quand je suis arrivé à Tahiti, j'avais déjà passé 3 ans en Australie à bosser en tant qu'ingé. Et je suis arrivé à Tahiti, en fait, c'est très dur là-bas de trouver du taf dans ton domaine en fait. Donc je me suis retrouvé à refaire des petits boulots tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça que je bossais en tant que serveur. Ok, ça marche. Et quand tu faisais du bateau stop, donc du coup pour revenir en Australie finalement, parce que tu as trouvé à revenir en Australie comme ça, si j'ai bien compris, à ce moment-là, entre les différents stops, bah là du coup tu bossais pas, tu vivais sur tes économies, de ce que tu avais pu... Oui. Alors, en fait, quand j'ai fait le retour en bateau, je me suis retrouvé à monter sur un bateau qui faisait partie d'une... En gros, c'est une vingtaine de bateaux qui partent d'Angleterre. Ça s'appelle le World Ark. En gros, c'est une boîte qui organise des voyages pour des gens qui ont leur bateau. Et du coup, tout est organisé, tout est payé. C'est-à-dire qu'une fois que tu es monté sur le bateau, en fait, normalement, tu dois payer un peu de thunes à la caisse de bord.
Mais comme j'avais assez d'expérience, en fait, ils m'ont dit, bah écoute, tu viens avec nous, t'es nourri logé blanchi, en fait. Alors, j'ai pas été jusqu'en Australie, j'étais jusqu'à Fidji. Et jusqu'à Fidji, en fait, j'étais nourri logé blanchi sur ce bateau. Donc, on s'arrêtait dans toutes les petites îles. Donc, en gros, tout était organisé. Donc, ils nous disaient, par exemple, ben, rendez-vous dans 2 semaines sur cette île. Et donc, on arrivait là-bas, là, on se réunissait tous les bateaux entre nous. Généralement, il y avait un petit comité d'accueil par les locaux, en fait. Et après, on passait 2-3 jours là. Et ensuite, on se donnait rendez-vous à un autre endroit, 1 semaine ou 2 semaines après, quoi. Et j'ai changé 2-3 fois de bateau comme ça, mais tout le temps dans le même groupe de bateaux, en fait. Ok, trop cool. Et du coup, ta troisième période de nomadisme? Et donc ça, c'est la dernière. Ça a commencé en 2020. Les auditeurs ne le voient pas, mais je vis dans un camping-car depuis 2020, en fait. La troisième période, c'est la van life. À partir de 2013, j'ai vécu à Majorque, en Espagne. Et donc c'est la première fois que je restais aussi longtemps au même endroit de toute ma vie. Je suis resté 7 ans là-bas. Et pendant ces 7 ans, j'ai eu des chiens. Donc j'ai 2 chiens avec moi, en fait. Et une fois que j'ai voulu partir de Majorque, en fait, je voulais revivre un peu ce mode nomade. Et la seule façon d'être nomade avec des chiens, en fait, c'est la van life. Parce qu'après, tout ce qui est bus, avion, avec 2 chiens, c'est juste impossible. Je me suis acheté un petit camping-car et ça fait 4 ans que je vis dedans. Trop cool. Bah ouais, j'en vois un derrière toi là. Ouais, il est Ok, le trop, soleil. trop bien. Et justement, à propos du fait de voyager avec des animaux, est-ce que même en van, il y a des contraintes? Est-ce que tu dois adapter certaines choses? Est-ce que tu peux en parler un peu plus de ça? Alors, pour ce qui est van life, j'ai pas eu trop de contraintes pour ce qui est des chiens, en fait. Il faut juste faire attention quand tu les sors, tout simplement. Essayer de les avoir tout le temps en laisse le plus possible. Être sûr que ça ne dérange pas les voisins. Mais j'ai jamais eu trop de soucis. Après, je suis resté en Europe aussi, ce qui aide énormément. Je sais que les gens qui sont partis vers le Maroc, ça peut poser des problèmes, même si des retours que j'ai eus, ça va à peu près. Non, vraiment, vivre avec les chats, y a pas de souci. Ça fait de la compagnie, ça permet de se bouger un peu parce qu'ils ont toujours envie de sortir, aller jouer, aller pisser. Et voilà, c'est un pur plaisir. Et du coup, est-ce que tu peux parler un peu plus de ta vie à Majorque? Comment c'était? Ouais, bien sûr. Je suis arrivé, je parlais pas un mot d'espagnol en fait. Donc, ça a été très très dur pour m'inclure dans la société. Il y a toujours le monde de l'expat. Donc, au départ, je me suis rapproché des gens qui parlaient anglais, des gens qui parlaient français. Et à un moment, je me suis dit, bon, là, ça suffit en fait. C'est quelque chose que j'ai vu déjà dans plein d'endroits. C'est des gens qui se définissent comme expats, qui en fait, ni plus ni moins que des groupes d'immigrés qui restent entre eux et qui finissent par passer leur vie à un endroit sans s'intégrer, sans parler la langue locale. C'est juste des immigrés en fait. J'ai envie de dire des mauvais immigrés parce qu'en plus, ils viennent généralement et c'est un choix. C'est pas comme tu vas en France, les gens qu'on définit comme immigrés, il y a beaucoup qui sont ici par besoin et non pas par choix en fait. Et quand tu te retrouves à être à l'étranger, que ce soit en Thaïlande, que ce soit en Espagne, que ce soit partout, et que tu te retrouves avec des gens qui se définissent comme expats, qui vivent comme des rois, généralement sur le dos des locaux, qui font pas l'effort de parler la langue locale en fait, Ouais, ça c'est un style de vie, un style de nomadisme entre guillemets qui m'horripile un peu. Après, quand tu bouges beaucoup, il y a aucun souci si tu restes que 2 semaines ou même 1 mois ou 2 à un endroit, je peux comprendre très bien, mais les gens qui passent, j'ai croisé un Anglais, ça faisait 28 ans qu'il était à Majorque et il se plaignait que les gens lui parlent pas en anglais quand il leur parlait en anglais parce que lui, il comprenait pas un mot d'espagnol et ça, j'ai pas supporté. Pour toi, il y a une vraie différence entre le terme expat et le terme immigré? Pour moi, il y a aucune différence sinon que l'une, c'est une appropriation, des blancs riches, en fait. Expat, c'est une façon de dire, C'est immigré, dire, un je peu. suis immigré, mais j'ai des thunes. OK. Je me suis souvent demandé quelle était la différence entre les 2. La différence, c'est la connotation, en fait. Il y en a une qui est péjorative, entre guillemets, et l'autre qui ne l'est pas. OK. Mais ouais, je trouve que quand tu arrives dans un pays, quand tu décides d'y vivre, en fait, ne pas parler la langue, c'est un manque de respect. C'est un style de vie colonial, en fait. C'est pour ça, généralement, que les Anglais, ils font pas l'effort de parler comme ça, parce que dans leur culture, en fait, c'est une culture coloniale pour moi, continue à vivre comme ça, en fait. C'est assez fou. Donc, j'ai connu très peu d'Anglais ou très peu d'Américains qui faisaient l'effort de parler. Ils étaient toujours là, oui, mais c'est trop compliqué. Et effectivement, pour eux, c'est un peu plus compliqué, mais ils peuvent très bien le parler, hein. J'en ai croisé plein qui ont fait l'effort et c'est génial. En vrai, c'est hyper intéressant. Du coup, tu parles déjà français, anglais couramment, l'espagnol, bah, du coup, couramment aussi et même un peu d'allemand, il me semble. Ouais, l'allemand, j'ai appris au lycée, en fait. J'étais pas mauvais, je comprenais très bien.
Je parlais un peu bien. Bon, maintenant, j'avoue que j'ai un peu perdu. Quand je les entends parler, parce que j'en croise énormément sur la route, je comprends des mots, donc j'arrive à saisir le sens des phrases, mais il me manque énormément de vocabulaire. Et OK. je parle aussi le catalan, du coup, parce que Majorque, les locaux parlent le mallorquin entre eux, en fait. Et j'étais avec des locaux beaucoup de temps, et du coup, je comprends parfaitement le mallorquin. Je le parle, on va dire, à 80%. Donc, je peux faire des phrases, je peux communiquer. Je parle pas encore couramment, on va dire. Petite fun fact, j'étais avec les locaux et j'ai fait quelque chose qui s'appelle des castells. Alors, c'est catalan, c'est des pyramides humaines en Catalogne. Alors, je sais pas si tu connais, en fait. C'est magnifique à Ouais. voir. Si vous allez sur Google, vous cherchez castells, ça s'écrit CASTE2LS. Et tu vas voir des pyramides humaines, en fait, des gens qui font des tours humaines. C'est assez joli. Et du coup, ouais, j'ai fait ça pendant 3 ans, 4 ans. Ah ouais, c'est trop stylé. Bah, en vrai, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je partage complètement ta vision, notamment par rapport à la langue, mais de manière plus générale, par rapport au fait de vraiment s'impliquer dans la culture locale et tu vois, de dire: «Ben, là, je vais faire ça parce que c'est une activité locale» et du coup, j'imagine, tu as dû rencontrer plein de locaux en plus. Bah, Ben, ça montre ta démarche de voyage. OK, donc 4 ans de van life en Europe, tu as dit. Où est-ce que tu as été exactement? À quel rythme tu te déplaces? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie, de van lifer? ouais, bien sûr. Ma façon de me déplacer, on va commencer par ça. Je suis âgé à plein temps, donc du coup, la journée en semaine, je travaille en fait. Généralement, je reste une semaine au même endroit. Enfin, ça dépend un peu de mes objectifs, mais généralement, je reste au même endroit une semaine entière et je bouge le week-end. Sauf si j'ai vraiment besoin d'avancer. Là, tous les soirs, je fais 1 heure ou 2 de conduite. Mais généralement, je reste assez longtemps, surtout ces derniers temps, en fait. Au tout début, tu kiffes, tu es tout le temps en train de bouger. Tous les soirs, tu fais une demi-heure, 1 heure de route. Et au bout d'un moment, tu as tes petits endroits cool et du coup, tu vas d'un endroit à l'autre, tu te poses pendant une semaine ou 2. Et là, c'est généralement ce qui se passe, en fait, ces derniers temps. Donc, tu as dit que tu travaillais à plein temps en tant qu'ingé. Tu es salarié pour une boîte ou tu es freelance? Je suis salarié pour une boîte. Je suis OK. salarié pour une boîte aux États-Unis. C'est en 2020, quand j'ai eu cet emploi. C'est là où je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Toute la boîte, en fait, travaille en remote depuis 2006, depuis que la boîte a été créée. Et du coup, c'est là où je me suis dit, il faut vraiment que j'en profite. Et c'est là où j'ai décidé de partir en van life, en fait. OK. Ensuite, où est-ce que j'ai été? Alors, donc, faut savoir que depuis que je vis à Majorque, je suis fiscalement en Espagne, en fait. Donc, du coup, je dois rester, en théorie, plus de 6 mois de l'année, je crois, en Espagne. Donc, du coup, je suis généralement sur la péninsule ibérique, que ce soit entre l'Espagne, le Portugal. Je remonte aussi assez souvent en France pour aller voir mes parents qui sont dans le sud de la France. Après, j'ai eu des périodes où je bougeais pas mal, donc j'étais jusqu'au sud de la Croatie, j'étais jusqu'à Split. Je voulais aller en Grèce, c'était l'idée. Et j'ai eu l'anniversaire de mon cousin qui était organisé et j'ai dû revenir en fait en France. Donc j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'en Grèce. Et après, je suis monté, le plus haut que je suis monté, c'était dans le nord de la France en fait. J'ai pas vraiment été beaucoup plus loin. Je suis assez bien généralement sur la péninsule ibérique en fait. OK. Donc, parmi toutes ces expériences-là, donc tes différentes manières de nomader, si on peut dire, quelle est ta destination coup de cœur? Une des destinations que j'ai préférées de ma vie, ça s'appelait Niue. Alors Niue, il faut savoir, c'est un des plus petits pays au monde. Alors je sais plus le classement exactement, je sais que le plus petit c'est le Vatican, et il me semble que c'est genre le quatrième ou cinquième plus petit. Et en gros, c'est une toute petite île perdue en plein milieu du Pacifique. Alors du coup, j'ai cherché pour Niue. C'est un pays qui fait 261 km² et il est dans le top 10 des plus petits pays, avec des îles comme Saint-Martin et les îles Marshall, mais aussi avec quelques petits pays. Donc le Vatican, effectivement, il y a aussi Monaco et le Liechtenstein notamment. C'est le paradis pour la plongée, il y a des requins-baleines qui passent assez souvent. Il y a aussi une des plus grosses colonies de serpents de mer. Et j'avais jamais vu ça. Et en fait, tu arrives en bateau, tu te poses, tu lâches ton ancre. Et partout, tu vois des serpents nager. T'es entouré de serpents partout. Les serpents, ça respire de l'air en fait. Et du coup, ils plongent et tu les vois descendre, ils restent à 10-15 mètres et ils remontent. L'eau, elle est limpide, t'as énormément de visibilité. Et quand tu regardes autour de toi, partout, tu vois des serpents monter et descendre comme ça. Et c'est assez magnifique. L'île en soi, c'est un petit paradis, hein. Il y a rien à faire, c'est clair. Mais ton idée d'île tropicale perdue au milieu de nulle part, bah, c'est Niue. Voilà.
Et c'était mon petit coup de cœur, donc ça c'était en 2008. Et ça j'avais bien kiffé. Tu m'étonnes, ça a l'air incroyable. C'est pas dangereux les serpents là qui nagent partout? Alors apparemment, enfin je sais pas si c'est vrai ou pas en fait, mais le venin est très très toxique. Après, déjà d'une, ils sont super cool, enfin ils te font pas chier quoi, ils viennent pas t'attaquer. À partir du moment où tu vas pas mettre la main dedans ou leur taper dessus ou quoi que ce soit, ils vont pas venir t'attaquer, il y a aucune raison. Et ensuite, la légende urbaine, c'est qu'ils ont une toute petite tête et du coup la bouche peut pas s'ouvrir beaucoup et apparemment la seule façon pour eux de te mordre, ce serait la partie qui est entre tes doigts. En théorie, ils ont pas la bouche assez grande pour pouvoir même te mordre un doigt. Donc ça, je pense que c'est une légende urbaine. Mais en gros, moi, j'ai fait de la plongée là-bas aussi. On est descendu et on a la personne qui gérait la plongée, en fait. Alors, on a pris un dans la main et tout. Donc, ils sont vraiment pas du tout agressifs. Donc, c'est cool. Hyper impressionnant. Enfin, pour moi, c'est hyper impressionnant en tout cas. Alors, cette histoire de serpent m'a quand même rendue super curieuse. Donc, j'ai été chercher. C'est une espèce endémique, donc c'est-à-dire propre à Niue, qu'ils appellent Catuali. Donc, c'est un serpent rayé, très très joli à regarder. Enfin bon, moi j'ai cherché des photos sur Google Images, hein. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'il est très très venimeux, effectivement, mais aussi vraiment peu agressif. Donc, il est très rare qu'il morde un être humain. Mais si dans un cas très improbable, il y avait morsure, il faut aller d'urgence à l'hôpital. Apparemment, c'est vrai qu'ils ont une toute petite bouche. En fait, elle est faite pour les toutes petites proies comme les poissons. Et donc, ça les limite beaucoup pour mordre l'être humain, qui effectivement pourrait être mordu uniquement à des endroits où la peau est très fine. Donc, par contre, j'ai pas vu que c'était précisé que c'était entre les doigts. J'imagine que ça peut être à d'autres endroits. Mais apparemment, les légendes dont parle Fab sont plutôt vraies, en fait. Après, ta destination coup de cœur, la destination peut-être que tu aurais le moins aimé. Destination que j'ai le moins aimé, on va dire l'Indonésie. Et en particulier Java. J'ai été là-bas un peu au pif. Donc Java, c'est l'île principale d'Indonésie. Il faut savoir que l'Indo, il y a plus de 3600 îles, si je dis pas de bêtises. C'est un pays monstrueux. C'est à 80% musulmans, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai cherché des chiffres exacts et il semblerait que l'Indonésie soit l'un des pays au monde avec le pourcentage le plus élevé de population musulmane, 87%. C'est juste quelque chose que je savais pas en fait. Et donc je suis arrivé à Java et je me suis retrouvé, donc j'avais été en Thaïlande, Laos, Vietnam avant. Bien que ce soit l'Asie, le mode de vie, enfin, ce que tu vois dans la rue, c'est à peu près, on va dire, c'est assez proche de ce qu'il y a en Europe. Et je me suis retrouvé du coup à Java. C'était très sale. Dans la rue, tu vois aussi que des gars parce que les femmes, elles sont généralement dans leur maison en fait. Et elles sortent pas trop. Je crois que c'était ma première confrontation aussi à un monde musulman en fait, à une société musulmane. Et je pense que ça m'a un peu choqué. Je m'y attendais juste pas. Et du coup, il n'y a eu aucun souci. C'était très safe ou quoi que ce soit. C'est juste que ça fait bizarre d'un seul coup de se retrouver dans une société où tu vois que des hommes partout en fait. Et aussi, enfin, après ça c'est Java, c'est assez sale. Je pense que c'était la pire destination entre guillemets. Bah, c'est pire que ça, mais c'est juste que voilà, j'ai été un peu choqué en arrivant. C'est super intéressant. C'était quand ça, à peu près? C'est il y a longtemps? C'était début 2008. Ok. Je serais curieuse de savoir comment c'est maintenant. Et après, je trouve ça super intéressant parce que moi, j'ai été une journée au Maroc. En fait, j'étais à Tarifa en Espagne et j'ai pris le ferry juste une journée, fait l'aller-retour dans la journée. Et j'étais à Tanger. Et c'est la première fois, pareil, comme tu dis, que je me confrontais à un pays musulman et j'ai eu la même sensation que toi. Bon, en plus, moi, j'étais toute seule et je suis une fille. Mais du Et coup, après aussi, c'est effectivement, vraiment différent. c'était hyper différent et je me suis dit, il y a plein de pays dans lesquels moi, je me sentirais pas d'aller pour ça, en fait. Il y a aussi autre chose, je pense, dans ton expérience, c'est que quand tu prends le ferry et que tu arrives directement dans un port de l'autre côté, moi j'ai toujours l'impression que les endroits portuaires ne représentent pas le pays en soi en fait. C'est un certain niveau de pauvreté, il y a beaucoup de gens qui sont là aussi pour essayer surtout quand au Maroc, je sais rien. Si tu vas juste à côté, tu vas à Ceuta, c'est la misère, les gens ils essaient de traverser pour arriver en Europe. Et donc il y a tout le temps une pression sociale en fait au niveau des endroits portuaires qui font qu'il y a beaucoup de misère et du coup l'expérience est vraiment biaisée, je pense, quand tu arrives dans un pays en tout cas. Ah ouais, j'avais jamais pensé comme ça. Ouais, ok. Est-ce que, alors tu dois en avoir beaucoup, mais est-ce que tu pourrais nous partager une galère de voyage et comment tu t'en es sorti et ce que tu en as appris? Galère de voyage, il y en a beaucoup et généralement tu t'en sors quand tu te retrouves dans la merde, bah, c'est là où tu t'en sors le mieux, c'est que tu vas voir les gens autour de toi. Les locaux généralement, c'est même s'il y a une barrière de la langue, j'ai eu plein d'endroits où j'ai été
Par exemple, Tahiti, je suis parti en sac à dos, je voulais faire le tour de la péninsule. Pardon, pas la péninsule, la presqu'île. Tahiti, t'as une grosse partie qui est l'île où t'as Papeete et tout ça. Et juste à côté, à la fin, il y a ce qui est connu, c'est Tiopo, la fameuse vague de surf. C'est une presqu'île. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre mon sac à dos. J'ai vu sur Google Maps, c'était il y a très longtemps, hein. J'ai vu sur Google Maps, il y avait une espèce de chemin qui faisait le tour d'un côté jusqu'à l'autre. Sachant que sur la presqu'île, en fait, t'as 2 routes qui vont chacune de chaque côté, mais elles se rejoignent pas. Je me suis dit, bah tiens, je vais prendre mon sac à dos, un peu de bouffe, et puis c'est parti. Et j'avais un hamac. Donc il fait à peu près tout le temps chaud, tu vois. Donc je suis parti avec mon hamac le samedi matin. Je suis arrivé à Tiopo samedi midi parce qu'il y a un peu de route. Et j'ai continué. Et en fait, je me suis retrouvé à m'enfoncer dans la jungle. Sur le bord de plage, il n'y avait plus de plage. C'était juste une espèce de mangrove. Et j'ai tracé pendant 2-3 heures. Et je me suis retrouvé la nuit. En fait, il fait super froid. Alors que je m'y attendais pas du tout. J'avais rien prévu pour vraiment me réchauffer. J'ai trouvé un terrain à peu près plat, j'ai foutu mon hamac là en fait. Je n'avais rien pris pour me couvrir, je pensais pas qu'il allait faire froid. Et je me suis mis dans le hamac, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des centaines de moustiques et que je m'y attendais pas non plus et qui me piquaient au travers du hamac. Je pouvais pas dormir, j'étais un peu perdu, je savais pas trop. Enfin voilà. Et je me suis retrouvé un peu je vais pas dire en détresse parce qu'il y avait rien de grave, tu vois. Mais je savais pas combien de temps il me restait pour aller jusqu'à l'autre côté, si j'avais pas non plus pris beaucoup de bouffe. J'avais pris un fusil à harpon pour aller pêcher. À l'époque, je pêchais au harpon. Mais j'avais pas réussi à choper quoi que ce soit pour bouffer, donc je commençais un peu à avoir faim. Et au final, le lendemain, j'ai pratiquement pas dormi. J'ai repris toutes mes affaires. Je rentrais en fait. Sur le chemin, je commençais à avoir pas mal faim. J'arrive devant une énorme baraque. Et c'était qui appartenait à des Tahitiens. Et les gars, ils me font «Ah, qu'est-ce que tu fais là et tout?» Donc je leur explique l'idée, ils me font «Ah oui, t'aurais pu te retrouver vraiment dans la merde si t'avais continué». Et ils font «Bah écoute, si tu veux, viens bouffer avec nous». Et en fait, je me suis retrouvé assis avec une famille de Tahitiens à bouffer. Donc c'était le petit-déj, mais c'était du poisson, c'était du barbecue, c'était trop bon. Et généralement, en fait, si t'es vraiment en galère, alors si t'es en galère en plein milieu de nulle part, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais si t'es en galère dans une ville, généralement, tu vas parler avec les locaux, ils t'aident en fait. Il y a toujours des gens là. Les gens sont là pour t'aider à partir du moment où ils voient que t'es en galère. Y a pas de souci. Ok. Je vais te parler d'une anecdote. Donc ça, c'était il y a 2-3 ans. Quand j'étais jusqu'à Split, je devais rentrer en France. Je suis parti de Split. J'avais un peu de route. Je devais rentrer en France pendant le week-end, donc j'avais genre 10 heures de route. Donc il fallait que je conduise pas mal. Et du coup, je pars de Split, trace par la route principale. Du coup, je prends pas les petites routes ou quoi que ce soit. Et la nuit arrive, et je me dis, bah, il va falloir que je trouve un endroit pour me poser. Et comme je connaissais pas du tout l'endroit, je n'avais pas regardé sur Parfanet ou quoi que ce soit, j'arrive sur alors comment expliquer ça? Il y a une espèce de gros bâtiment qui ressemble soit à une prison, soit une caserne militaire. Et devant, il y a un gros parking de gravier qui a l'air super plat, donc nickel. Donc je me gare, la nuit tombe complètement, et c'est la nouvelle lune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière dehors. C'est vraiment tout noir. Donc je ferme tout et tout. Je suis en train de jouer, je crois, dans le lit avec les chiens. Et d'un seul coup, le camping-car se met à bouger comme ça. Pouf, pouf, pouf. Mais fort. Et là, ma première réaction, c'est il y a des gars qui sont sortis du gros bâtiment là et qui sont en train de me faire une blague en fait et qui sont à 4 ou 5 pour pousser le camping-car. Parce que pour qu'il bouge comme ça, en fait, c'est un truc, ça fait 1 tonne ou 2, tu vois, à pousser à la main. Je comprends pas en fait. Le camping-car se met à bouger comme ça. Alors que je suis posé. Et le pire, c'est que les chiens, ils ont rien entendu, ils ont pas grogné ou quoi que ce soit, ils ont rien à foutre. Et ça dure 10 secondes, et ça s'arrête. Et pas un bruit. Donc je commence à flipper un peu quand même. Je sors ma lampe torche, je mets la lampe torche dehors, rien, personne, pas un bruit. Donc nuit noire aussi, donc tu vois rien. Et du coup, je commence un peu à me dire, mais qu'est-ce que c'est? Et là, il me vient une idée. Et j'appelle un très bon pote qui est géologue. Et je lui fais est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu un gros tremblement de terre dans le coin? Et en fait, il y avait eu un tremblement de terre à 100 km. Et j'étais le premier à le reporter. Donc en fait, voilà, j'ai vécu un tremblement de terre dans le camping-car. Ça fait bizarre. Surtout quand on s'y attend pas. Waouh, tu m'étonnes, ça doit être super impressionnant. J'ai juste sorti une petite leçon de ça. C'est que généralement, quand vous êtes en galère,
Quand il y a un truc qui vous fait peur, vous avez tendance à à faire des montagnes, alors que généralement, il suffit de détraumatiser la chose pour qu'en fait, tout aille bien. Ah ouais, t'as raison. Et moi, un des trucs qui fait que j'appréhende beaucoup la vie en van, une des barrières que j'aurais à franchir, c'est toute la question de la mécanique. Et j'ai une panne, je suis un peu seule tout, je fais comment, quoi. Donc ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Comment est-ce que tu gères ces situations-là? Est-ce que ça m'est déjà arrivé? En mécanique pure, j'ai jamais eu de soucis j'ai eu 2 camping-cars. Après, généralement, je les prends avec très peu de kilomètres et du coup, j'ai jamais eu de soucis en mécanique pure. Après, ça m'est arrivé de crever un pneu, pas plus tard c'était quoi, il y a 3 semaines. Je faisais de l'autoroute, j'allais à un endroit et je sors un moment pour poser 5 minutes. Je me gare, je sors du camping-car, je sors les chiens et d'un seul coup, ça fait et un bruit super fort. Et en gros, ma roue a crevé juste là. Alors que j'étais posé, j'ai eu vachement de chance parce que ça, si ça pète, tu roules, c'est un peu dangereux. Et du coup, je me suis retrouvé appeler l'assistance. Ça a mis 2 jours quand même. Il y a une petite galère de communication. Mais en gros, je suis resté 2 jours dans la station essence. Et puis voilà. Donc, galère mécanique en soi, pas eu trop de soucis en van. T'as peur de quoi, toi, que ton moteur s'arrête de marcher d'un seul coup? Déjà, la voiture, j'appréhende de ouf. Pour te dire, je voyage pas avec ma voiture pour l'instant. Parce qu'en fait, j'ai trop peur même d'avoir un accident, de devoir faire un constat dans une langue que je connais pas. Si t'as un souci mécanique, t'as toujours ton assistance, de toute façon. Donc, où que ce soit, tu l'appelles et ils vont gérer. Ouais. Il n'y a aucun souci. Si t'as un accident, le premier truc à faire, où que tu sois, c'est t'appelles la police. Ils sont là pour faire les constats aussi, pour Ok. éviter qu'il y ait un souci. Et puis voilà. Si tu te mets en tête le pire qui peut t'arriver en faisant cette activité, forcément, tu vas pas la faire. Mais tu traverses des rues tous les jours à pied et pourtant, tu ne dis pas, il y a quelqu'un qui va me rentrer dedans avec une voiture, quoi. Non, mais bien sûr, évidemment. On va dire juste un conseil, si vous avez envie si ça vous intéresse de faire du nomadisme, en fait, juste, n'hésitez pas. Faites le premier pas et une fois que vous êtes dedans, vous pouvez toujours vous arrêter et revenir en arrière. Donc, n'hésitez pas à essayer, en fait. Vous n'allez pas galérer, vous n'allez pas retrouver à mourir de faim. Il y a toujours des moyens de s'en sortir, en fait. Et de tous les différents modes de nomadisme que tu as eus, quels sont les avantages et les inconvénients de ces différentes façons de se déplacer pour toi? Je vais te poser la question de vivre en bateau au lieu de faire de la van life sur la dernière période de ma vie, on va dire. Et le problème du bateau, c'est que... Alors, à l'époque, c'était très compliqué d'avoir Internet. Du moment que tu voyageais, en fait, tu n'avais pas Internet. Maintenant, avec Starlink, c'est beaucoup plus simple. Mais le problème, c'est que ça coûte très cher, en fait, dès que tu arrives dans un port. Le prix des anneaux, et ça dépend de la taille du bateau. Mais c'est dans les coûts de 40-50 € la nuit, quoi. Du coup, en bateau, pour être posé, c'est assez compliqué. Je me verrais pas vivre dans mon bateau, en fait. Après, c'est vachement plus dangereux. J'aime beaucoup, hein. Mais je le ferai pas dans mon propre bateau, en fait. C'est vraiment beaucoup plus pratique de vivre en camping-car. Juste pour aller faire les courses, en fait. Dans un port, généralement, t'as une petite supérette avec les prix qui sont hors de prix parce que tu vis dans un microcosme, en fait. Tout est un monopole. Dès que t'as un truc qui pète, du coup... Ouais. Et tu te vois te sédentariser de nouveau ou pas? Alors là, je suis en train d'acheter une maison, juste pour avoir un pied-à-terre. Je vais me semi-sédentariser, en tout cas. J'avoue que j'en ai un peu besoin. Après 4 ans, tu commences à avoir envie quand même d'avoir un petit endroit chez toi où l'été, tu peux te poser et pas être en train de mourir de chaleur. Parce que le problème camping-car, c'est qu'en été, pour travailler, c'est juste impossible. Quand il commence à faire 34-35 à l'intérieur, tu peux plus travailler, ton cerveau arrête, quoi. Donc j'utiliserai, je pense, la baraque pour l'été pour être tranquille. Et l'hiver, je continuerai à voyager, J'ai très envie d'aller aux Canaries l'année prochaine. Je voulais y aller cette année, mais ça va pas être possible du coup. Du coup, ce sera sûrement l'année prochaine. Ok, bah trop cool. Et ta maison, du coup, elle sera où? Tu sais déjà? Celle que je suis en train d'acheter, en tout cas, elle est à Avilés, en Asturie. Ouais, la région du nord de l'Espagne. Ok, trop cool. Et pour terminer, en un mot, qu'est-ce que ton nomadisme représente pour toi? Ma vie? C'est un beau mot de la fin, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes tes expériences qui sont super riches. Beaucoup d'années de voyage à ton compte, en tout cas, et j'espère encore beaucoup devant toi.
Bah oui. On se retrouve dans un prochain épisode pour parler de ton projet d'application. Tu l'as évoqué au tout début de l'épisode. Mais est-ce que tu veux en dire un mot pour faire planer le suspense déjà? Oui, donc du coup, ça fait quand j'ai commencé à Van Life, je me suis aperçu qu'il manquait une application en fait. Et du coup, ça fait plus de 2 ans maintenant que je développe une appli. Et du coup, on en parlera au prochain épisode. J'espère que cet épisode avec Fabien vous a plu autant qu'à moi et qu'il a renforcé votre conviction que les manières d'être nomade sont en fait assez illimitées. Si vous avez aimé l'épisode, alors vous pouvez lui laisser 5 étoiles et vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sur mon compte by_chloev pour me poser vos questions, me faire vos retours, me partager vos idées. Allez, à très vite!